invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous, le responsable de la stratégie de marché de Natixis. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir Grégoire. C'est vous qui étiez en train de rire quand on parlait du rapport sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié demain. On pourra y revenir dans cette émission avec vous, Mabrouk. Et nous accueillons également Alexis Bossard, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir et bienvenue Alexis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Parlons des marchés actions avec vous, Alexis, et parlons de l'action peut-être la plus importante du monde, évidemment celle de Nvidia. Un de vos confrères nous rappelait qu'évidemment l'histoire d'Nvidia n'a pas commencé avec ChatGPT il y a 3 ans maintenant. Elle a complètement été transformée évidemment par l'arrivée de l'IA générative, mais ça fait quand même déjà 40 ans dans l'histoire 40 trimestres dans l'histoire de Nvidia que le groupe bat les attentes, trimestre après trimestre. Il y a une forme de régularité quand même dans la capacité de Nvidia à battre les attentes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, battre les attentes, ça suffit plus. Faire mieux que les surprises attendues, c'est déjà presque la nouvelle normalité pour une entreprise comme Nvidia. Il faut continuer d'entretenir les révisions à la hausse qu'on peut avoir sur le thème de l'IA. C'est clair, c'est la publication à attendre. C'est la principale capitalisation mondiale, donc clairement tout le monde l'attend. On est sur cette évolution, cette révolution qui est l'intelligence artificielle, qui marque donc depuis maintenant plus de 18 mois les marchés boursiers. Et pour autant, je ne suis pas sûr qu'on ait d'énormes surprises ce soir. Pourquoi ? Parce que déjà, la supply chain en elle-même, c'est là où il y aura le goulot d'étranglement par rapport à la production des puces NVIDIA. Et on sait où on en est. Le pipeline, il est donné pour les 24 prochains mois également. Donc, on sait quel est le marché qui va être délivré. Donc, au niveau des chiffres, je ne pense pas que c'est là où vraiment on aura de grosses surprises. À la marge, il y aura peut-être l'aiguille qui bougera, mais ce n'est pas vraiment là où on aura les grosses surprises. Par contre, au cours du call investisseur qui aura lieu à la suite, avec Jensen Huang, c'est là vraiment où on aura les questions sur peut-être la circularité de l'IA. Toutes ces annonces qui ont eu lieu sur les dernières semaines, les différents partenariats, les différents investissements croisés qu'on a pu avoir, les propos également sur le fait que la Chine gagnerait cette course dans l'IA, donc qui a créé beaucoup d'interrogations. Et je pense que c'est là vraiment où il y aura tout un grand intérêt à suivre cette conf call. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de ces points clés qui seront soulevés évidemment à l'occasion de cette conférence investisseurs. Oui, effectivement, un des derniers propos de Jensen Huang, quand il était en Asie d'ailleurs, je crois, est-ce que c'était au moment du sommet de l'APEC avec Trump, en tout cas autour de cette période-là, il y a à peine quelques semaines. La Chine gagnera la course de l'intelligence artificielle pour plein de raisons, notamment pour une raison essentielle, c'est que l'énergie en Chine est massivement subventionnée et Jensen Huang considère d'ailleurs que power is free en Chine, que l'électricité est gratuite et qu'on parle là bien d'une matière première nécessaire pour faire tourner les centaines, voire les milliers de data centers qu'on est en train de construire. Clairement, je pense que quand il a tenu ses propos, c'était une façon aussi de réveiller un petit peu nos amis américains, peut-être européens également, sur le fait qu'effectivement en Chine, ça va vite et ils rattrapent clairement leur retard. Par rapport au fait tout simplement déjà que la Chine avance d'un seul homme, contrairement à nous occidentaux. Également parce que en termes de financement, également, il y a un financement qui est soutenu, les investissements sont moindres, le coût de l'énergie l'est moins. Et c'est un vrai sujet, justement. C'est souvent les deux limites qu'on donne au déploiement de l'IA. C'est effectivement l'accès au financement. On parlait de trilliards de dollars, donc il va falloir les financer. La Chine avance avec des montants qui sont bien plus mesurés. Et l'autre, c'est l'accès à l'énergie, à une énergie pas chère. Et c'est le vrai sujet aux États-Unis. Les prix de l'électricité sont en hausse de 6% cette année. Et dans les différents États, comme la Virginie, l'Illinois ou encore même le Texas, on est plutôt sur des trends qui sont doubles de 6%. On est plutôt à 13, 15%, etc. Et cette tendance, on en est un petit peu au tout début. Et c'est vrai que ça va être un vrai sujet par rapport à la question justement de la rentabilité de ces investissements, qui reste justement un petit peu en suspens sur les marchés depuis quelques semaines. Ouais. C'est deux modèles économiques autour de l'IA, effectivement, qui s'affrontent ou qui vont s'affronter demain entre le modèle économique que les États-Unis sont en train d'essayer de construire et le modèle économique que la Chine est en train d'essayer de construire de son côté, Alexis. Oui, complètement. On a d'un côté un pays qui a mis le paquet avec DeepSeek pour une pénétration, une adoption rapide, même si effectivement les modèles sont peut-être moins puissants. De l'autre, côté US, on a une course à plusieurs acteurs où on espère qu'il y en a un qui gagnera. Donc les investissements, il y a un peu aussi peut-être une surenchère dans les investissements annoncés. Et effectivement, c'est un modèle qui est très différent de celui de la Chine. Par contre, la question de l'énergie, et je pense que c'était là le commentaire
de Jensen, c'était justement de mettre en garde sur il va falloir certainement accélérer de ce côté-là, à la fois pour délivrer les permis par rapport à l'énergie, favoriser l'implantation de nouvelles centrales, favoriser l'implantation de nouvelles capacités de production énergétique pour faire baisser la facture énergétique à la fin et rester compétitif. Sur la visibilité que NVIDIA est capable de donner, c'est vrai que c'est une boîte cotée. Généralement, les boîtes cotées, on s'engage à minimum sur le trimestre. Là, c'est vrai que ces derniers temps, il a donné une visibilité, vous disiez quasiment sur 24 mois, effectivement, en termes de carnet de commandes, c'est ça, Alexis je veux dire, est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on est sûr que dans 24 mois, NVIDIA sera toujours l'acteur leader technologique qu'il est aujourd'hui, ou est-ce que déjà dans 24 mois, on peut quand même se poser des questions, et puis sur la valeur aussi de ces GPU, c'est un des points clés de ceux qui s'interrogent aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vaudra un GPU dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Comment est-ce qu'on va amortir aussi ces équipements-là, et comment est-ce qu'on va passer ça dans les comptes d'une entreprise comme NVIDIA, qui s'est donné pour objectif de sortir, je crois, un nouveau modèle chaque année maintenant? Alors, c'est une question, effectivement, qui est assez dure à répondre. Ouais. Un point qui est intéressant, c'est que ça va très vite. Si on prend, par exemple, les CAPEX annoncés par principalement les hyperscalers, les Amazon, Microsoft, Google, si on se remet même ne serait-ce que 3 mois en arrière, on était sur des chiffres qui étaient quasiment 150 milliards en deçà de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va très vite. Là, on est clairement plutôt à relever à la hausse ces ambitions-là. Elles semblent justifiées. Certains y voient effectivement des taux de croissance, je pense à OpenAI, qui sont fortes. Hier, on avait le lancement de Gemini 3, qui peut justement apporter encore des sources d'enthousiasme sur les retours sur investissement qu'on peut avoir, sur les capacités de ces nouveaux modèles. Donc définitivement, cette visibilité, elle est plutôt dans une phase expansionniste, confortée par les résultats qu'on peut avoir. Sur la partie de l'énergie, c'est peut-être plus là où on aura des questionnements. C'est-à-dire qu'au-delà des différents investissements qu'on a déjà annoncés, je pense qu'au-delà, donc on parle de 45 gigawatts de data centers dans les 3 prochaines années. Aux États-Unis? Dans le monde? Aux États-Unis. Aux États-Unis. 45 gigawatts, donc c'est l'équivalent d'une trentaine de centrales nucléaires, comme ça, en 3 ans. Un EPR, c'est 1,5 gigawatts, quoi. Voilà, ouais. Sachant qu'une centrale nucléaire, on ne va pas le faire d'un claquement de doigts, on va plutôt prendre 6-7 ans pour la construire. Une centrale à gaz, admettons, ça sera plutôt 4-5 ans. Donc on va avoir un moment ou un autre un goulot d'étranglement qui va être lié à l'énergie. Donc, il va falloir voir s'il n'y aura pas, justement, du côté de l'efficacité énergétique, des différentes puces qu'on utilise, des améliorations qui permettront de délivrer plus avec moins d'énergie. Néanmoins, c'est un sujet qui, au-delà de 18-24 mois, va commencer à sérieusement interroger. Et on sent déjà ces tensions sur l'énergie à travers des acteurs, justement, du secteur de l'énergie aux États-Unis, notamment, Alexis? Non, un paquet. Ouais. Les plus évidents qui sont ressortis et dont on voit des très fortes performances sur l'année, ça va être les acteurs liés donc au nucléaire en particulier. Des acteurs qui avaient des actifs nucléaires. Je pense à Vistra, je pense à Talen. On peut retrouver aussi les acteurs qui avaient des actifs dans le gaz. Il y a eu plusieurs transactions qui se sont faites justement pour racheter des actifs existants. Je pense à Énergie en particulier. Parce que la difficulté, souvent, c'est au-delà même il y a le fait de construire, d'obtenir les turbines, par exemple des turbines de chez Siemens ou GE Vernova qui, eux, ont des carnets de commandes pareils pleins pour les 3 prochaines années. La grosse difficulté, c'est comment vous imbriquez ça avec les riverains, avec le réseau, avec la data, etc. Ça commence à se rebeller. Hein. Le voisinage de ces centrales où les prix commencent à flamber, oui, ça commence à se rebeller un peu. Oui. Et c'est là où on commence à avoir un sujet, clairement par rapport à ça. On a déjà en Europe des moratoires qui ont été mis en place, je pense à l'Irlande, où les data centers prennent maintenant 20% de la consommation électrique sur ce pays, et aujourd'hui où il y a un moratoire pour limiter l'implantation de nouveaux data centers pour éviter des problèmes de coupure, de blackout ou une inflation démesurée des prix de l'électricité. Puis toute l'industrie de la construction est tournée vers les data centers. Oui. Non mais je voyais que, on construit plus d'immeubles résidentiels, on construit que des data centers. C'est 80% peut-être de la construction aujourd'hui aux États-Unis tournée vers les data centers. Le résidentiel, le logement, tout ça, ça passe à la trappe. Alors Mabrouk, je vous ai pas laissé beaucoup de temps de parole. Ouais, j'ai pas encore parlé. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais sur l'IA, on parlait d'NVIDIA. Non, mais il y a des. Alors, le goulot d'étranglement, effectivement, il est manifeste et il va clairement se créer quelque part. Alors après, quand on voit les choses de manière un peu plus positive, c'est-à-dire qu'en gros, on se dit, finalement, l'émergence de cette technologie va générer en fait une externalité positive, dans le sens où justement, on va se mettre à développer en fait la capacité énergétique, qui faisait effectivement à un moment donné défaut. Typiquement, pour aller développer une centrale atomique, donc on le voit dans notre pays, en France, on a un parc atomique qui figure parmi le premier du monde.
on n'a rien fait pour l'entretenir. Donc on se dit quelque part, finalement, c'est pas une si mauvaise chose que ça, d'avoir finalement ces acteurs, ces gros gourmands en énergie, qui vont débarquer et qui vont se dire, bon, bah, où est-ce que l'énergie est pas chère? Il y a une carte à jouer finalement pour pour les pays en tout cas qui disposent déjà d'une infrastructure énergétique déjà installée et qui peuvent, entre guillemets, l'entretenir. Le secteur public, alors nous encore plus en France, on n'a absolument pas les moyens pour pouvoir l'entretenir. On a des finances publiques qui sont dans l'état que l'on connaît tous. Et donc finalement, quelque part, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, forme finalement de partenariat public-privé, il faut le dire, finalement, qui permettrait quelque part de générer ces externalités positives. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde gagnerait à avoir finalement plus de génération électrique. On redonne de la valeur à l'énergie, quoi. Mais quand vous regardez la croissance des bénéfices attendus pour 2026 aux États-Unis, il y a un des secteurs, enfin, bon, sur la tech évidemment, qui est toujours dans le vert, mais il y a aussi l'énergie en fait. Et ça, c'est pas anodin non plus. Et ça fait écho à tout ce que Alexis a développé finalement sur cette thématique énergétique, ce besoin d'énergie. Et il y a encore une autre thématique qui est celle du réseau. Aux États-Unis, c'est pas connecté. Typiquement, un hiver froid au Texas, ça a été commenté, les prix d'électricité ont bondi de 2000%. Bon, voilà. Et habituellement, l'hiver n'est pas froid au Texas, il neige pas. Mais là, c'est arrivé il y a quelques années de cela. Et donc, du coup, on a eu le problème du Texas qui est resté tout seul, isolé dans son problème de froid et qui s'est retrouvé finalement avec un déficit énergétique massif et à devoir effectivement augmenter ses prix pour équilibrer l'offre et la demande. Donc, il y a quand même des défis majeurs aux États-Unis. Donc, je suis d'accord effectivement sur l'analyse en disant que la petite saillie du président, du CEO de Nvidia en disant maniez-vous parce qu'en fait, vous êtes en train, sur les aspects un peu structurels et fondamentaux, de perdre la course, si ce n'est qu'elle est déjà perdue. Oui, en effet. Mais il y a quand même de la place, me semble-t-il, pour une forme de duopole. C'est-à-dire qu'en gros, une espèce de pseudo-guerre froide sur finalement la thématique de l'IA avec les Chinois et leur modèle, moins énergivores et assez différents, qui pourraient finalement s'adresser à d'autres entreprises, des pays effectivement qui ne disposent pas des capacités financières pour pouvoir acquérir la technologie américaine, plus demandeuse d'énergie, plus chère, et qui finalement, tout le monde pourrait s'y retrouver. Une forme de Donc la Chine fournira le mass market et les États-Unis fourniront les entreprises qui auront les moyens de s'offrir leur intelligence artificielle. Et donc, on pourrait arriver à une forme de duopole, un truc un peu stable, et un truc à la Boeing et finalement et Airbus. Donc non, mais ça existe. Et pourquoi finalement ça n'existerait pas au fond avec l'IA? Bon, alors en sachant que l'Europe a été évoquée de manière plutôt anecdotique. Nous, on est perdus dans ce game. Nous, c'est foutu. Nous, on a fait Airbus, mais on fera pas le Airbus de l'IA. Oui, non. D'accord. Déjà fait Airbus, c'est déjà pas mal. Oui. Mais oui, effectivement, le problème de l'Europe, c'est qu'à la limite, on peut se retrouver quelque part dans un morceau, dans un maillon de la chaîne, typiquement la chaîne énergétique, pourquoi Bien pas, sûr. ou une autre forme de chaîne, en quelque sorte, peut-être produire des cerveaux, parce qu'il faut quand même, là aussi, avoir les capacités, entre guillemets, avoir le capital humain nécessaire pour pouvoir faire tourner en fait et générer et alimenter toutes ces intelligences artificielles qui ne sont pas si artificielles que ça finalement quand on y pense. Et donc in fine, peut-être réinvestir en fait à la fois le capital énergétique et le capital humain finalement serait peut-être une stratégie pour se positionner. Et on voit bien que finalement la Chine, là où elle a aussi une carte à jouer, tout le monde le sait, c'est sur les terres rares évidemment. C'est une carte de négociation absolument maîtresse, puisque finalement, si Donald Trump avait des velléités finalement d'aller embêter quelque part la Chine sur sa capacité à vouloir se développer sur la thématique de l'IA, non, il peut pas en fait en réalité. Et ça reboucle finalement sur un autre point, finalement, les tarifs douaniers dont tout le monde effectivement pressentait que c'était une catastrophe. Tout le monde a un petit peu révisé ses anticipations. Et nous, on estime que, en fait, au fur et à mesure que le temps va avancer, qu'on va se rapprocher notamment des midterms, etc., il y a plus une probabilité pour voir finalement ces tarifs douaniers baisser en fait. On va normaliser la politique tarifaire. Exact. Elle est en fait déjà conforme aux attentes du marché. Parce qu'il y a la réalité de la communication trumpienne, à savoir, oui, on taxe tout le monde à hauteur de je ne sais plus combien, ce qui fait qu'en moyenne, on arrive sur un tarif affiché moyen de l'ordre de 18-20%, alors qu'en réalité, c'est 2 fois moins. Et donc, in fine, ce chiffre pourrait encore diminuer et donner un peu plus de respiration, finalement, à la croissance américaine. Et c'est là où, évidemment, on arrive pour revenir sur Nvidia et pourquoi est-ce que tout le monde se focalise aujourd'hui sur Nvidia, la tech, etc. C'est parce qu'en fait, on ne sait plus où regarder. Il n'y a pas de data macro. En fait, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Vous pensez vraiment que c'est ça? Franchement, ça fait un moment que Nvidia est quand même l'entreprise la plus importante du monde. Non, mais en ce moment, c'est la data micro. Et que même les jours de réunion de la Fed, on regardait
Toujours peut-être un peu plus Nvidia que la décision de la Fed. Mais non. Peut-être Mais pas non, mais vous, non, mais oui, mais moi j'ai un biais évidemment. Mais non, bien évidemment que Nvidia c'est la boîte micro qui a le poids d'une data macro, qui a le poids des NFP. Mais néanmoins, il y a quand même aujourd'hui, on est dans le flou le plus total. Et l'incertitude finalement, enfin la double incertitude que l'on a sur à la fois la tech, mais également finalement sur l'idée que la Fed pourrait ne pas délivrer, c'est ça en fait qui aujourd'hui continue à nourrir cette inquiétude de marché. Mais là encore, de manière tout à fait normale. Regardez juste la vol implicite sur les marchés américains, elle n'est pas du tout en train d'exploser. Elle est montée un petit peu, elle redescend, elle vivote dans des terrains qui sont ça montre en avec tout cas que les investisseurs sont conscients des risques, sont pas béats devant la hausse de marché, et que oui, le VIX à 20, 25, oui, ça montre que, encore une fois, les gens dans les marchés sont conscients des risques qu'il peut y avoir. Et ils sont prêts à payer un petit peu plus de premium pour se protéger contre un éventuel, on va dire, accident de marché. Mais on parle juste de respiration. Quand on parle investissement aujourd'hui, Alexis, chez Edmond Rothschild Asset Management, est-ce qu'il faut encore traiter le thème de l'IA à travers notamment les Mag 7, les hyperscalers comme vous dites, ou est-ce que déjà on est en train de se dire que 2026 pourrait être une année qui verrait, je ne sais pas, alors on a beaucoup parlé du logiciel applicatif à un moment, qui sous-performe aujourd'hui, est-ce qu'on va chercher quand même à avancer un peu cette frontière de l'IA au-delà des seuls vendeurs de pelles et de pioches, ou est-ce qu'on est encore dans un sweet spot par rapport à ça, Alexis ? Comme disait Mabrouk, je pense que depuis une dizaine de jours, on est un peu dans une respiration sur les marchés, une respiration qui est plutôt tout à fait saine. Pour la thématique IA, par rapport à ce qu'on disait juste avant sur la solidité, la visibilité qu'on a sur les investissements qui sont faits, clairement, ça reste une thématique d'investissement sur laquelle on est à l'aise. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a une bulle, qu'il y a vraiment un risque de ce côté-là, un risque même de marché, parce que vu la taille des enjeux, on est clairement sur cette question-là. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes de gestion, on fait de la gestion active, et récemment, on a eu tendance, et c'est toujours pareil, c'est d'être dans des contrastes au sein des secteurs. On parle des hyperscalers, mais il y a certains acteurs indirectement liés à la thématique de l'IA, où pour le coup, les attentes, les ambitions et les multiples associés se sont littéralement envolés dans des considérations que nous, on trouve exagérées. Ouais. Donc là, pour le coup, ça a été pour nous l'idée principalement de prendre quelques profits, d'alléger, et à l'inverse, de rebalancer plus effectivement sur ce qu'on va appeler plutôt les losers de l'IA, ceux qui effectivement sont considérés comme étant à mettre à la cave, oubliés, disruptés. Parce que là aussi, le marché a exagéré peut-être. Alors nous, c'est clairement notre position, et effectivement, on l'a fait un peu avec parcimonie, mais on a eu tendance à se repositionner sur ces acteurs-là, dans le logiciel en particulier, mais ça a été clairement les arbitrages qu'on a pu effectuer. Oui, puis le statut de loser, ça peut changer vite. Moi, je me souviens au tout début de ChatGPT, Publicis, par exemple, à Paris, s'était vu comme un grand gagnant de l'IA. Je crois qu'ils font une très bonne année boursière en 23, en tout cas après ChatGPT. Et puis depuis, on a révisé un peu le jugement, et c'est vrai qu'on se dit, tiens, finalement, est-ce que l'IA va pas être une technologie qui va abîmer les modèles économiques d'une boîte comme Publicis ? Enfin, le marché se questionne dans un sens et dans l'autre, quoi. C'est vrai. Après, pour recouper un peu ce que vous dites sur Publicis, mais à la fois, je pense à d'autres acteurs, je pense dans le logiciel, on pense à Dassault Systèmes, etc. Ça va être la façon dont vous pouvez ou pas être disrupté, la façon dont vous allez utiliser la data, quelle qualité de data, etc. Et c'est là où certains acteurs, qui ont parfois vu leur multiple baisser de 30-40%, on considère que peut-être là, il y a une exagération dans ce qu'on appellerait la disruption de l'IA. Et c'est clairement les arbitrages qu'on a pu faire récemment. L'IA peut être effectivement le fossoyeur de certaines boîtes, de certains secteurs, comme ça peut être, et c'est exactement ça. De quelle manière on intègre l'IA dans finalement le modèle économique, dans le mode de production. Mais on peut déjà avoir des convictions d'investissement par rapport à ça ? Il y a quand même l'idée de... On ne connaît même pas le modèle économique d'un OpenAI ou alors Anthropic nous dit que 27, ils seront peut-être rentables. Voilà. Non, mais l'idée, c'est de se dire de quelle manière cette nouvelle façon finalement de procéder à des recherches, cette nouvelle façon finalement, le gain de temps que ça peut permettre, etc. Est-ce que tout ceci ne va pas permettre le fameux gain de productivité dont tout le monde parle? Bon, effectivement, la productivité, il n'y a que les économistes, effectivement, qui savent qu'on ne sait pas la mesurer. Donc, mais on en parle tout le temps. Mais c'est quand même assez il y a quand même des points, des secteurs où ça peut effectivement être, comme j'ai soit le fossoyeur et complètement détruire finalement un secteur. Enfin, il y a quand même une question, moi, que je me pose personnellement. On fait quoi du moteur de recherche Google, en fait, aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'on en fait dans un cosme, finalement? Je dois être le dernier à l'utiliser encore. Ah non, on est deux. Bon, ça va.
Tout va bien pour Google, alors Mais, 3, c'est bien. Bon, ça montre qu'il y a un effet générationnel sur ce plateau. Oui, c'est donc, ça, oui. et donc, du coup, il y a effectivement certains pans de l'économie, certains pans d'activité qui vont être littéralement détruites. Et après, on nous explique à la Schumpeter, finalement, que la destruction peut faire jaillir la création, par Et ailleurs. c'est quoi le délai entre la destruction et la création? C'est une bonne question, parce que j'en sais rien, Non. en réalité. Non, mais ça prend du temps. Je crois que c'était Chris Waller à la Fed. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Pour lui, il y aura d'abord massivement un effet de destruction d'emplois avant qu'on voit de nouveaux emplois apparaître. Et peut-être que les emplois des 50 prochaines années sont des emplois qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais ça suppose deux choses. Il y a quand même un gap, un intervalle de temps. C'est une fameuse courbe en J, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez d'abord destruction, puis ensuite, on peut effectivement envisager la création. Et globalement, le problème, c'est que, on peut avoir une création de nouveaux emplois qui sont liés à cette IA. Ça suppose quand même une chose, c'est d'avoir en face les gens qui sont formés, en fait, pour ça. Et c'est pour ça que je reboucle sur mon histoire, je suis peut-être un peu gâteux, mais de capital humain. Finalement, c'est là où il y a peut-être une carte à jouer, parce que au niveau formation du capital humain aux États-Unis, c'est pas non plus, entre guillemets, la panacée. C'est pour ça que ça vient effectivement massivement débaucher des cerveaux qui sont à l'étranger. Et je vois pas comment on en profite, nous, du coup. Non, mais on forme les gens qui vont ensuite. Mais on peut parfaitement on a un moyen de pression d'une part, et d'autre part, on peut tout simplement essayer de les garder, parce qu'on peut monter ce genre effectivement de reprise. Capital public, partenariat public-privé. Il y a moyen, me semble-t-il. Mais oui, effectivement, il y a des salaires à 9 chiffres pour embaucher des stars de l'IA. Oui. Faut aligner, quoi. Ouais, faut aligner, mais bon, c'est un investissement. Ouais. Pourquoi tout le monde est surpris, effectivement, de dire, oui, on investit, mais c'est pas mal, hein, même en Europe. Après, pour reboucler à ce qu'on disait sur les réseaux tout à l'heure, ou même au nucléaire, on a actuellement déjà des déficits au niveau électricien, au niveau ingénieur nucléaire. Et clairement, aujourd'hui, c'est plus une histoire de formation et d'orientation sur les besoins de demain. Peut-être sur certains métiers, vous aurez un problème de formation par rapport à ça. Néanmoins, il y a certains corps qui aujourd'hui cherchent désespérément des compétences et des talents. Je voulais qu'on parle action internationale, c'est votre domaine, Alexis. Alors ça reste en lien avec la tech, mais si on regarde un petit peu quand même ce qui a marqué 2025, donc l'IA bien sûr, le moment DeepSeek, le week-end juste avant l'investiture de Donald Trump, je trouve que là aussi c'est quand même c'est un symbole très fort de toute cette année 2025, l'affrontement Chine-États-Unis, la dimension technologique, l'IA, etc. Et puis il y a aussi les performances boursières, notamment en Asie. Est-ce que c'est juste une histoire de tech asiatique? Est-ce que ça va au-delà de la tech simplement en Asie? Et est-ce qu'effectivement, on a une conviction grandissante que c'est peut-être un cycle d'internationalisation des performances qui est devant nous encore aujourd'hui, Alexis? Alors 2025, c'est vrai que c'est une bonne année. C'était pas forcément gagné au départ. On avait beaucoup de questionnements politiques, géopolitiques. Il y a beaucoup d'éléments qui effectivement rentraient dans l'équation. Et ce qui a été effectivement une des surprises, ça a été la surperformance, je pense, du marché chinois, du marché européen, qui chacun ont tiré leur épingle du jeu, en particulier si on prend plus en euros, comparé au marché américain. Clairement, ils surperforment, donc c'est une bonne année. Pour la partie Chine, effectivement, on est allé trop loin. J'ai dit Asie, j'ai pas dit Chine, okay. mais alors, c'est celui parce que non, c'est vrai. Mais c'est celui que j'ai le plus en tête. Mais c'est l'éléphant dans la pièce en Asie, qui a très bien performé cette année. On a un rattrapage en termes de halo, on est certainement allé trop loin. On a également eu un changement aussi en interne au niveau de la Chine sur la façon dont les gouvernements locaux soutiennent l'économie et l'économie privée. Et donc ça, c'est des différents éléments qui ont aidé le rebond de ces marchés-là. Il y a le côté ininvestissable en Chine, c'est légèrement atténué. Pour autant, la consommation reste ce qu'elle est. Elle reste, on va dire, assez morose. On n'a pas forcément un rebond marqué, significatif de ce côté-là. Néanmoins, quand on se paye à peu près 9-10 fois le PE, comparé à un marché américain qui est plutôt autour de 22-23 fois, il y avait peut-être un écart qui était un peu trop important. Est-ce que c'est la tech qui fait la perf avant tout sur ce marché chinois et sur ces grands marchés asiatiques en général, ou est-ce que c'est plus large que ça, sectoriellement parlant? C'est un peu plus large que ça, mais néanmoins, c'est quand même les acteurs tech qui ont vraiment fortement rebondi et qui ont bien aidé à la contribution sur ces marchés-là. Ouais. Sur l'Europe, c'est beaucoup plus... non, sur l'Europe, non. Sur l'Europe, on a vraiment eu les bancaires, la défense, c'était des thématiques très différentes. On prend, j'ai de mémoire que la banque et la défense tirent pour 70% des indices sur l'année 2025. Bien sûr. La concentration est partout. Exactement. Et après, pour l'année, si on se projette sur l'année 26, on reste sur une conviction où
La diversification va encore porter ses fruits, je pense. On peut parler de l'Allemagne, par exemple. La France, c'est certainement un autre sujet. On est plus mesuré, dirons-nous, sur la France. Sur l'Allemagne, on a une plus grosse conviction. Le budget 25, on n'a pas encore vu ce fameux bazooka, ce plan bazooka qui devait se déverser encore sur l'ensemble de l'économie ça allemande. commence maintenant. Mais le budget a été voté en septembre pour le budget 25. Le budget 26 vient d'être voté. Oui. Et donc, c'est là où on devrait avoir par ruissellement beaucoup de ces sociétés sur lesquelles on est exposé qui devraient en bénéficier. On parlait des réseaux, on peut parler des infrastructures, on parle de ces ponts qui s'écroulent en Allemagne. Est-ce que le marché a anticipé déjà? C'est pas la totalité de ce qu'on pourrait voir comme résultat économique de ces investissements à terme? Pour la partie construction et infrastructure, je ne pense pas. Il y a des valorisations qui sont restées relativement correctes. Sur la partie défense, j'aurais tendance à dire qu'on a effectivement intégré que maintenant on avait des niveaux de croissance qui n'étaient plus les mêmes, qu'il y avait une urgence par rapport à ce qui se passe en Ukraine, qui ont fait que les multiples se sont appréciés. Ce serait plus sur la partie construction, infrastructure, services que je chercherais à investir en Allemagne. Ouais. Clairement. Un petit point complet sur sûr. l'Asie, justement. Ouais. Donc, effectivement, la Chine, oui, il y a le biais tech. Il y a aussi un biais, finalement, qui consiste à dire que le biais domestique, c'est-à-dire qu'en gros, faire sortir les ménages chinois du secteur immobilier, où là, vous avez de la colle entre les mains. Pour les amener en bourse? Pour les ramener, effectivement, sur quelque chose de liquide, et à la limite, et qui croit, à la limite, pourquoi pas? Non, mais il y a une véritable incitation. bien Non, sûr. mais Bien sûr. le biais domestique aux États-Unis, c'est très puissant, hein, donc même d'ailleurs trop puissant, donc ça peut être source de problème. Mais en Chine, ils sont en train de répliquer à peu près la même stratégie, et ça a l'air de marcher. Ça, c'est le premier point. Et puis, On appelle ça la retail army. C'est pas pour rien. Oui, L'armée des particuliers sur les marchés. Et eux, finalement, c'est de la colle aussi. Hein. En gros, ils vendent beaucoup moins vite, finalement, que de gros acteurs institutionnels ou des hedge funds. Et le deuxième point, c'est finalement sur les pays en fait satellites de l'Asie. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quand même deux pays qui ont bien bénéficié de ce biais tech, c'est la Corée et c'est Taïwan. Ouais. Et donc ça continue, effectivement, et ça devrait continuer. Il n'y a pas de raison, finalement, de voir ces deux pays-là ne pas continuer de bénéficier, finalement, de ce boulevard. Ma question, s'il y a un pain sur la tech américaine, qu'est-ce qui se passe sur la tech asiatique au sens large, chinoise en particulier? Est-ce que ça amortit quand même le choc? Est-ce qu'il y a une vraie diversification, enfin une vraie décorrélation entre ces deux univers? Ou est-ce que, restant de la tech, la punition sera la même pour tout le monde? Je ferai une réponse d'économiste, la corrélation, elle n'est pas de 1, elle doit être de 0,5. D'accord, ok. Non, mais en fait, en réalité, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une énorme connexion, pour les raisons qu'on avait mentionnées. C'est qu'en gros, c'est deux modèles totalement différents. Certes, on utilise les mêmes puces, etc. Donc il y a des facteurs intrinsèques de part et d'autre. Enfin, voilà. Et puis je pense qu'il y a des interdépendances qui se sont créées au sein de l'Asie qui font que peut-être ça les immunise un peu plus, finalement. Et puis il y a cette stratégie également qui consiste à réduire sa dépendance, finalement, des États-Unis. On ne peut pas se fier à eux. Donc du coup, pourquoi, finalement, maintenir une forte dépendance alors que du jour au lendemain, Trump peut nous imposer des tarifs ou ce genre de choses? D'accord, avec ça, il y a une forme de décorrélation. Enfin, c'est pas juste une diversification géographique. Je pense par exemple pour Taïwan, pour la Corée, ou je pense à des SK Hynix, des TSMC. Bien sûr. La corrélation sera certainement plus forte que 0,5. Mais Mais c'est spécifique. En citant ces deux boîtes, vous oubliez Samsung, vous citez à peu près la totalité du marché sud-coréen et du marché taïwanais, pour dire les choses. Voilà. Là aussi, la concentration est très forte autour de ces quelques noms que vous avez cités. Bon, que vaut le rapport sur l'emploi américain qui va être publié demain, Mabrouk, pour septembre? La question est difficile. Donc, à mon sens, pas grand-chose. Puisque finalement, c'est un point de septembre. Finalement, est-ce que ça confirmera la baisse tendancielle qu'on a vue dans les créations d'emplois? Alors, on a quelques données intermédiaires. On a l'enquête JOLTS, on a l'enquête, effectivement, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, qui montrent que là aussi, il n'y a pas vraiment de tendance à la reprise. Et puis, finalement, toutes les données d'enquête dont on dispose ne montrent pas qu'il y a de rebond par ailleurs. Donc, finalement, on va avoir juste la confirmation, finalement, que ça continue de se dégrader de manière graduelle, qu'il n'y a pas d'accident par ailleurs, personne n'anticipe finalement une dégradation, et puis il va quand même manquer quelques datas. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on aura un rapport incomplet. Qu'est-ce qu'on en fait? En plus, il est, entre guillemets, backward, donc il traitera du passé, et finalement, il faudra inférer, un momentum, finalement, une dynamique sur le marché du travail. À mon sens, les interrogations que se pose le marché, et à juste titre finalement sur le mouvement de la Fed,
pourrait justement trouver un début de réponse demain. Donc il y a quand même une vertu finalement à ce rapport sur l'emploi, même si je viens de le démolir de manière un peu méthodique. Il y a quand même l'idée finalement, est-ce que la Fed va aller vers d'autres baisses de taux, du moins la baisse de taux de décembre, ou va-t-elle effectivement y renoncer? Donc bon, à mon sens, effectivement, ça va juste corroborer le fait que la Fed va y aller. Va y aller en décembre? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vaut mieux pour les marchés actions aujourd'hui? Que la Fed continue de baisser les taux ou qu'elle nous dise finalement qu'elle n'a plus besoin de le faire, en tout cas au rythme de chaque réunion? Tout dépend. En fait, si on a l'idée d'un recalibrage de politique monétaire, à savoir effectivement, nous, entre guillemets, renonçons à baisser les taux parce que finalement, la croissance est là, l'inflation est sous contrôle. Au fond, on est dans un paradigme qui n'est pas mauvais, qui est même plutôt bon. Et donc, de ce point de vue-là, on aura des secousses de marché, ça c'est sûr, mais finalement, le momentum va reprendre effectivement le dessus. En revanche, si on a une situation où on sent bien véritablement qu'il y a une hésitation de la part de la Fed, à savoir, finalement, cette inflation, certes, elle est sous contrôle, mais elle est résiliente. La croissance, finalement, elle est relativement faible, mais elle ne se dégrade pas. Il y a peut-être l'émergence encore de cette thématique de stagflation, alors là, qui pourrait affoler tout le monde. Donc, si on est dans le recalibrage de politique monétaire, mais avec un message positif, là, finalement, encore une fois, ça va swinger, mais ça va repartir. Si on est en revanche dans une thématique plutôt, finalement, attention, ça se dégrade de partout, mais finalement, on n'a pas les outils pour pouvoir intervenir, en tout cas pas avec les taux, et finalement, ça pourrait être beaucoup plus grave. Vous préférez une Fed qui baisse les taux ou qui marque une pause? Pour les actions, j'entends. Non, complètement. C'est un choix assez compliqué. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de divergences au sein même de différents membres de la Fed. La question, ça va être effectivement par rapport à la consommation et par rapport aux ménages les moins aisés, où on a un questionnement sur à la fois l'emploi, dans quelle mesure il va être suffisamment solide ou pas, et de l'autre, par rapport aux différentes publications qu'on a vues dans la consommation. Je pense à Procter, je pense à Chipotle, on peut penser aussi même à Home Depot hier, l'équivalent Leroy Merlin, qui faisait un warning, où on sent que la consommation et la consommation de ces ménages, pour le coup, est un peu compliquée. Et pour le coup, la réponse d'une baisse des taux serait plutôt favorable aux ménages aisés, qui favoriserait l'effet richesse à travers une baisse des taux, plutôt qu'une action directe pour ces ménages sur lesquels actuellement on attend une plus grosse solidité. Donc il y a un peu une sorte de paradoxe qui va être lié à ça. J'aurais plutôt tendance à penser qu'il y aura un peu un statu quo sur une absence de baisse des taux. Mais... On verra, c'est 50-50 aujourd'hui. Mais ça veut dire que si la Fed n'a pas la réponse aux problèmes que vous décrivez pour effectivement 60, 70, 80% des consommateurs américains, Trump, il a la réponse. C'est l'échec. Il va falloir. Ouais. Non, c'est certainement une des réponses qui vont arriver, je pense, 2026. Donc si ce n'est pas la Fed, ce sera l'échec. Mais l'échec, c'est la Fed. Enfin, oui, d'accord. Donc à un moment donné, ça veut dire en toile de fond, attention, on est peut-être prêt à réactiver un QE, un truc dans le genre. Enfin, c'est quand même. Et là aussi, si on a l'échec, et là c'est entre guillemets double salto, puisque vous avez à la fois la consommation qui repart, donc la croissance effectivement qui est soutenue par son principal moteur, et un QE, donc une espèce, encore une fois, une politique monétaire non conventionnelle qui va soutenir effectivement les valorisations. Tout le monde va s'y retrouver, ça va être encore la fête aux États-Unis. Donc, mais comment on finance tout ça? Donc encore une fois, le marché s'inquiète finalement, s'est inquiété, plus trop maintenant, même si on sent qu'il y a de la résistance, parce que on a franchi le 4%, temporairement, on est descendu à 3,95%. Mais on sent bien que finalement, c'est quand même difficile aujourd'hui, avec des niveaux d'endettement, avec la croissance finalement des déficits attendus, d'aller finalement payer seulement 3 et des poussières finalement pour la dette américaine, pour aller prêter de l'argent aux États-Unis. Il y aura un premium et là encore, il y a des arbitrages qui vont se manifester. Et on peut imaginer, là, il nous reste quelques minutes pour envisager un peu 2026, on l'a déjà évoqué par petites touches, mais la hiérarchie des performances qu'on a observée en 2025, c'est-à-dire quand même des marchés émergents qui surperforment l'Europe, qui elle-même surperforme les États-Unis, c'est une hiérarchie de performance qu'on peut conserver, toutes choses égales par ailleurs, sur une année comme 2026 ? Alors, c'est pas exclu, honnêtement, puisqu'il y a quand même quelque chose aussi en Europe qui se manifeste. Alors, je serais un peu moins... Alors, je vais reformuler. Je serais un peu moins sûr, effectivement, que les États-Unis, que les marchés américains sous-performent les marchés européens. Tous les autres marchés, d'accord. Voilà. Et notamment le marché européen. Parce que finalement, on a quand même une chose d'un point de vue macroéconomique, c'est qu'on a quand même un affaissement très net de la croissance américaine. Et donc ça, globalement, si on pense qu'il y a quand même une relation entre la macro et la micro, eh bien mécaniquement, ça se voit également, on a cette sous-performance.
La croissance européenne, en fait, ne fait qu'accélérer depuis 2023. En fait, donc on démarre de très bas, je le concède. Et on accélère très lentement. Mais alors, c'est jamais spectaculaire. Mais encore une fois, c'est jamais spectaculaire. Et quand c'est spectaculaire en Europe, c'est suspect. Donc, du coup, fondamentalement, ça continue de s'améliorer. L'Allemagne sortira de l'ornière. On a eu 3 années consécutives de croissance négative, voire même à zéro. Le dernier trimestre allemand était encore à zéro. Ça s'améliore graduellement. Le plan, effectivement, les politiques budgétaires vont se diffuser. Donc, il n'est pas impossible d'avoir finalement un cosme où à la fois l'Europe et les États-Unis performent, mais je mets quand même Les une émergents pièce. devant. Non, je mettrais une pièce sur les États-Unis quand même. Ah oui. Oui. Et les émergents? Et les émergents, devant l'Europe aussi. D'accord. Ouais. Ok. Il y a quand même le réservoir de croissance, il est quand même là-bas aussi. Ouais. Donc le macroéconomiste que je suis me dit que finalement on doit identifier la zone de croissance dans un cosme, encore une fois, où le dollar sera stable. Le dollar a été problématique pour beaucoup de gens en fait cette année, pour beaucoup d'investisseurs. Et cette année, l'année prochaine, a priori, il n'y a pas de raison pour que le On dollar perd 10% sur le dollar. Non, reperde 10% ou même reparte dans le décor. Ça va rester relativement stable au niveau que l'on connaît. Visibilité, du coup, le marché aime. Bon, pour 2026, là, Ah, quels c'est sont les aligné avec messages Mabrouk. Après, il y a des... Si on prend l'Europe dans sa globalité... C'est-à-dire quoi, avec le Royaume-Uni et la Suisse? La Royaume-Uni, Oui. la France... La voilà. France, oui. Encore, oui. Donc là, pour le coup, je pense que l'Europe serait certainement peut-être un peu en deçà des US. Par contre, au sein de l'Union européenne, je pensais encore une fois à l'Allemagne ou autre, il y aura certainement des poches, des zones, des secteurs qui devraient bien mieux tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est clair. On parlait de ce plan bazooka. Je pense qu'en 2026, c'est là où on commencera à avoir les premiers effets. On commence aussi à voir l'atténuation des contraintes liées au prix de l'énergie en Allemagne. On voit également aussi la mise en place des barrières douanières, aussi également en Europe. C'est laborieux, c'est long, mais ça arrive. Et tout ça milite quand même pour que l'Europe tire son épingle du jeu, je pense, en 2026. Les US, je reste aligné, c'est dans le sens où ça reste la première économie au monde. La thématique des data centers et de l'IA, elle contribue au PIB. Maintenant, c'est pratiquement 1% de croissance. C'est une thématique, c'est quand même un rouleau compresseur qui continue et qui va aider, je pense, l'année 26 aux US. Et la directionnelle des taux pourrait être un élément qui, si ce n'est pas en décembre, si c'est un peu plus tard, en tout cas aidera. On parlait tout à l'heure des tarifs douaniers. La facture sera peut-être moins salée que ce qu'on craignait il y a encore quelques mois. Et donc, les US, in fine, seraient certainement... encore une fois, le marché qui devrait bien se comporter. C'est pas la fin des États-Unis. On n'était pas là pour annoncer la fin des États-Unis, mais oui, ça reste un marché solide et central pour toutes les allocations d'actifs aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexis Bossard, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management, et Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM.